Aussi vrai que Patrice Lumumba était la noblesse incarnée, tant que les lions n'auront pas d'historiens, les histoires de chasse continueront de chanter la gloire des chasseurs. À travers cette phrase ô combien historique, l'écrivain Chinua Achebe nous a appris l'importance que revêtait l'historien dans la construction d'un peuple. L'historien est ni plus ni moins que le carburant de la fierté collective. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir dans notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, la librairie africaine, en partenariat avec la maison d'édition historique Présence africaine. Eh bien, je suis ravi de pouvoir mettre sur la table l'importance de l'historien et nous avons, pour l'occasion, l'honneur d'en accueillir un et non des moindres. Mais avant de vous le présenter ou de vous le représenter, je me dois quand même de vous accueillir en présence de mes camarades d'armes, tout aussi passionnés que moi, par la lecture, partant du principe que le mot d'ordre de ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, c'est bel et bien la liberté ou la mort. Lire ou mourir. Il n'y a pas de liberté sans lecture. Une communauté forte qui avance, c'est une communauté qui lit. Je vais accueillir les frères et sœurs. Frère Mac Randy, sois le bienvenu. Merci Herman, bonjour et bonjour à tous les passionnés du livre. Je suis très honoré d'être là sur ce plateau. Le frère que l'on ne présente plus, Maître Mbeko Taboula. Merci Herman, merci pour cette présentation en espérant qu'on fera une belle émission tous ensemble. Je l'espère également. Et la sœur Marie-Fidèle qui nous rejoint. Oui, enchanté tout le monde, content d'être là, merci de m'accueillir. Et voilà, j'ai hâte d'échanger avec vous, de partager, moi aussi d'apprendre. Merci à toi. Alors, nous allons accueillir l'homme qui est aussi brillant par son esprit, par sa sagesse, par sa connaissance, que discret par son apparence. Un historien aujourd'hui de renom, de renommée internationale, tellement c'est un globe-trotteur en termes de conférences, mais qui nous a également honoré de sa plume à travers des ouvrages que nous allons voir tout à l'heure, le frère Hamzat Boukari Yabara. Sois le bienvenu, cher frère. Merci pour l'invitation, pour la présentation très élogieuse, mais je vais essayer d'être à la hauteur tout en gardant une certaine humilité, parce que l'histoire est un vrai débat autour de ce qu'est la vérité, et parfois les vérités qui sont énoncées à une époque sont défaites à une autre époque, donc ça montre l'importance de garder toujours de l'humilité. Voilà. L'humilité incarnée donc. Alors, cher Hamzat, avant de rentrer dans des sujets d'actualité, que tu as notamment traité dans tes ouvrages, nous allons nous arrêter pendant un temps sur ton parcours personnel, ton rapport à la lecture et à l'écriture, si tu le veux bien. Peux-tu nous parler de ton enfance et directement nous évoquer ta rencontre avec la lecture? Alors oui, moi je suis né au Bénin, je suis né à Cotonou, j'ai grandi au Bénin, j'ai eu l'occasion d'avoir une grande sœur qui lisait. Donc l'importance d'avoir des aînés qui lisent est important, tout simplement. Mon père est administrateur, il était directeur général de la société d'assurance puis de la société de promotion d'agriculture, donc une grosse société, la plus importante du pays à l'époque. Et ma mère est informaticienne, employée. Donc on va dire classe moyenne. Je vivais dans un quartier populaire de Cotonou. J'avais pas mal de camarades, je passais beaucoup de temps à jouer au football. Donc la lecture, c'est à travers l'éducation, c'est à travers l'école, donc parce qu'il fallait lire, mais c'est aussi, encore une fois, à travers les évolutions de ma grande sœur, qui en terminale devait étudier Aimé Césaire, le discours sur le colonialisme. Et c'est l'année où François Bayrou l'a retiré du programme. Et donc elle a laissé traîner le livre sur une table comme celle-ci, au salon. Et donc un jour, un après-midi, j'ai vu le livre, je l'ai pris, je l'ai lu. C'était d'abord le cahier d'un retour au pays natal. Et ça a été en fait les premiers ouvrages qui traitaient d'une forme de conscientisation. Donc à l'époque, j'avais 13 ans. C'est la première fois que je lisais un auteur qui développe une pensée, qui s'inscrit dans un combat. Jusque-là, tu n'avais lu que des romans? Oui, des romans de jeunesse, des contes, voilà, des choses assez basiques, des histoires, des légendes, on va dire. Et qui ne t'avaient pas donné pour autant le goût de la lecture? Si, qui m'avait déjà donné le goût de la lecture, mais pas le goût de la réflexion critique autour de ce que je lisais. Qui m'avait plus donné le goût de l'imagination. D'accord. Et là, pour la première fois, j'avais des ouvrages qui traitaient de réalité historique, qui traitaient de combats véridiques,
et qui n'appelait pas à développer, entre guillemets, l'imagination, mais à développer plutôt l'introspection, l'analyse, se poser des questions, sachant que Aimé Césaire est martiniquais et que ma mère est martiniquaise. Et donc à cette époque-là, je n'avais pas conscience de ce qu'était le monde, d'une certaine manière, parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc je ne savais pas forcément où était située la Martinique sur une carte. Et donc du coup, de fil en aiguille, ça m'a amené en fait à ouvrir un dictionnaire, à regarder qui était Aimé Césaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Wikipédia. Donc on va chercher un dictionnaire. Je me suis rendu compte qu'il était toujours vivant. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à son œuvre. J'ai rapidement découvert qu'il y avait derrière lui Frantz Fanon. D'accord. Et dans toute ta démarche, sans vouloir t'interrompre, hein, est-ce que tu as été accompagné, suppléé, que ce soit par des membres de ta famille ou par des proches, ou alors c'est une initiative Non, c'est une initiative personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans un engrenage. On découvre Frantz Fanon, c'est l'époque où il y a le Malcolm X de Spike Lee qui tourne aussi. Donc du coup, là aussi, on découvre un personnage Malcolm X. Donc on se dit, mais qui est ce personnage-là? Est-ce qu'il a réellement existé ou est-ce que c'est comme dans les films de fiction, un gars qu'on invente? Et donc du coup, on veut aller à la source de ce savoir-là et donc on se tourne vers des livres. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à m'intéresser à toute cette littérature. À l'époque, j'avais donc 13, 14, 15 ans. Qu'est-ce que ça a généré en toi? Beaucoup de fierté. D'accord. Voilà, beaucoup de fierté, beaucoup d'intérêt pour aller plus loin et pour participer en fait à cette histoire-là. Fierté, par fierté, qu'est-ce que tu entends par là? Par fierté, j'entends le fait de me dire que des aînés ont pensé ma condition, ont établi les rails d'une mission à accomplir et que c'est par rapport à ça qu'il fallait que je me détermine dans mes propres choix d'orientation scolaire ou professionnelle. Voilà, c'est-à-dire que quand on lit, en fait, on découvre les parcours d'autres personnes qui nous ont précédés et ça nous permet nous-mêmes de trouver dans quelle direction nous devons aller par rapport à nos affinités, par rapport à nos centres d'intérêt. Donc à l'époque, je me suis mis aussi à écrire de la poésie. Donc j'ai d'abord commencé par écrire de la poésie, puis j'ai commencé à écrire un premier roman quand j'étais en seconde au lycée. Et puis par la suite, voilà, j'ai commencé à vraiment rédiger, écrire des choses sur les réflexions de ce qui se passait. Et est-ce que tu dirais, parce que tu as dit, tu as tenu un propos assez fort sur les rails de la mission, est-ce que tu dirais que la lecture a constitué une boussole plus aguerrie que celle qu'auraient peut-être pu incarner tes parents? Alors, mes parents avaient des livres. Mon père a été à l'université de Dakar. Il avait un livre de Cheikh Anta Diop de première main, on va dire. Donc, il est conscientisé. Il avait une connaissance de toutes ces luttes de libération. Ma mère lisait des romans. Maryse Condé, ses goûts, il était dans la bibliothèque du salon. Mais pour moi, c'était des romans qui étaient des romans, entre guillemets, d'aînés. C'était d'un niveau trop élevé pour moi, puis c'était des gros romans. L'intérêt des livres de Césaire, c'est qu'ils sont petits, ils sont fins. Et l'intérêt suivant, c'est que Césaire a aussi fait du théâtre. Et donc, au Bénin et dans pas mal de pays africains, souvent, ce sont les pièces de théâtre de Césaire qui sont jouées et diffusées. Et dans ces pièces de théâtre, il évoque Toussaint l'Ouverture, il évoque Lumumba, il évoque Malcolm X. Et donc du coup, on rajoute aussi la dimension théâtrale, le geste, puisque l'intérêt de lire, c'est qu'on se met dans la peau de l'auteur, de l'écrivain, et on se met aussi dans la peau des personnages qui sont dans le papier, c'est-à-dire que les choses prennent vie. Et ça développe l'imagination, ça donne une idée de tout ce que l'on peut réaliser, de tout ce qui a été réalisé dans le passé, de tout ce qui reste à faire. Ça permet de se donner, de se fixer des limites. Et puis surtout, ça développe le vocabulaire, ça permet vraiment de se sentir plus sûr de soi parce qu'on a du vocabulaire, parce qu'on a une maîtrise de sa position dans l'histoire, on sait qui a été avant nous, qui est contemporain et donc ce qu'on doit faire pour la suite. Et enfin, les livres, ce sont des refuges pour réfléchir sur soi-même, pour prendre le temps de mieux se connaître, pour aussi ensuite échanger avec d'autres personnes qui ont lu les mêmes ouvrages mais qui ont eu peut-être d'autres interprétations. Donc ça permet de créer une communauté à partir d'une approche qui est individualiste mais qui nous sort justement de l'individualisme qui est le problème de beaucoup de nos sociétés.
Et aujourd'hui, le transfert qu'on a, c'est que dans le métro, chacun est sur son téléphone portable ou sa tablette, mais chacun finalement est isolé et connecté, alors que le livre, je dirais, c'est quelque chose qui isole. Pour mieux se retrouver. Pour mieux se retrouver. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans la lecture. En fait. Et avant de céder la parole à mes camarades, une dernière question. Le rapport au vocabulaire. Tu as évoqué l'enrichissement du vocabulaire. Est-ce que tu as senti un décalage entre précisément l'enrichissement sur ce terrain-là dont tu bénéficiais et celui de tes camarades, voire même une fois que tu es arrivé en France, je ne sais pas à quel âge tu as débarqué en France, avec globalement la communauté afro? Alors, le décalage, oui et non, parce que après, quand je suis arrivé en France, dans l'Essonne, vers 15-16 ans, je traînais avec des camarades qui faisaient du rap. Et c'était à l'époque du rap conscient, donc du rap avec beaucoup de vocabulaire. Donc on lisait, on écrivait. Donc il y avait déjà cette idée que pour produire, il faut avoir des armes, et les mots sont des armes. Donc ça, c'est un premier élément. Et cette production culturelle n'était pas forcément une production, entre guillemets, intellectuelle en tant que telle. Donc on n'a pas besoin d'avoir des grands diplômes pour avoir du vocabulaire. On n'a pas besoin d'être un intellectuel pour lire. Et ça permet aussi de pas décomplexer. besoin d'être un intellectuel pour lire, pas besoin d'avoir des diplômes pour avoir du vocabulaire. C'est à la portée de tous. Oui, ça permet de décomplexer l'idée que la lecture est réservée à une minorité, une élite. Et, voilà, puis on est dans des sociétés où l'accès aux livres est plus favorisé, dans les sociétés dites occidentales, que dans beaucoup de nos sociétés en Afrique où beaucoup de choses passent par l'oralité. Alors l'oralité, c'est un autre travail, c'est la question de la mémoire, c'est la question aussi de l'histoire telle qu'elle est récitée et déclamée. Donc c'est un autre type d'exercice qui n'est pas forcément plus inintéressant, mais qui développe d'autres types de rhétorique. On reviendra dessus tout à l'heure, parce que c'est effectivement un débat plus qu'important. On va céder la parole à Mac. Oui. Alors, de nouveau, bonjour et bienvenue. Ma question va plutôt tenter de comprendre si au niveau de votre croissance lorsque vous étiez adolescent, est-ce que vous avez manqué de figure d'identification en tant qu'adolescent jeune dans le milieu dans lequel vous avez grandi et dans lequel vous êtes né finalement, pour aller chercher Aimé Césaire, aussi loin soit-il, ou il ne vous convenait pas à ce moment-là, où c'est le hasard complet des rencontres de la jeunesse et de l'adolescence dans la construction? Alors, je n'étais pas dans une situation de recherche de modèle quand je suis tombé sur Aimé Césaire, parce que je vivais en Afrique, j'avais mon papa, voilà, il y avait des repères physiques et concrets dans ma vie. On est dans des sociétés où tout le monde est noir, la norme c'est d'être noir, donc il n'y a pas non plus ce déséquilibre-là de ne pas se reconnaître dans ce que renvoie la société de nous. Mais c'est vrai que je n'avais pas, à cette époque-là, connaissance de beaucoup d'auteurs noirs ou africains. Voilà, donc généralement, quand on fait la scolarité, voilà, il y a Camara Lai, il y a 2-3 auteurs africains qui sont incontournables, mais c'est souvent du Victor Hugo, du Jacques Prévert, etc. Donc là, c'est avoir quand même une référence. Aimé Césaire, qui est probablement le plus grand écrivain dit francophone, poète francophone du XXe siècle, comme point de repère, et qui développait aussi une écriture anticoloniale. Je pense que le plus important, c'est le contenu de ce qu'on lit, l'opinion de la personne que l'on lit, plutôt que finalement la personne en tant que telle, parce qu'à l'époque, je ne savais pas à quoi ressemblait Aimé Césaire. Je l'ai lu sans savoir qui il était finalement, et c'est après, en cherchant, que j'ai découvert un peu le personnage. Mais je n'étais pas en quête de modèle en tant que tel, mais c'est devenu quand même ma première référence en termes de réflexion, parce qu'il est entré dans le combat par la poésie. Et je pense que la poésie, c'est la meilleure manière de maîtriser le verbe et de créer du pouvoir, notamment du pouvoir politique. Des meilleures figures politiques sont celles qui savent justement manier les armes miraculeuses, comme il le disait. L'art de la punchline et des métaphores. C'est ça, c'est quand on lit Sankara, Malcolm X, Martin Luther King, toutes ces figures-là, aujourd'hui on les résume à des citations, des punchlines, parce que justement c'était des personnes qui avaient une maîtrise du verbe. On est d'accord. Marie-Fidèle? Alors moi, ma question est la suivante, c'est à cette époque-là, du coup, quelle résonance a eu le discours sur le colonialisme à votre époque, en tant que jeune? Comment on se pense en fait, comment on pense en identité de
personnes noires, de jeunes noirs? Est-ce qu'il y a un brisement un peu identitaire qui se fait en conscientisant la violence du racisme, du colonialisme et toutes ces choses-là? Alors c'est un ouvrage qui est violent. C'est-à-dire que quand je l'ai commencé, je ne m'attendais pas à ce qu'à un moment il parle de nazification, chosification, enfin il y a de Hitler, etc. Donc voilà, c'est... Aujourd'hui, quand on dit ce genre de nom, les gens ont un peu peur sur les plateaux, mais lui, il y allait carrément directement droit au but. Et donc, je trouvais que c'était très courageux. Donc, pour moi, c'est un livre qui m'a donné beaucoup de courage, qui m'a montré qu'on pouvait dire les choses sans aucune crainte, qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a bien expliqué que la seule chose que l'on reproche à Hitler, c'est d'avoir fait au cœur de l'Europe ce qu'on a toujours fait aux Africains, aux nègres. Et donc, le lire à 13-14 ans, ben, effectivement, ça fait tomber... ça enlève la possibilité que certains mythes ne s'installent par la suite. Voilà, on est vacciné suffisamment tôt, et donc on n'est plus dans une idée, je dirais, de revanche, de victimisation, de virilisation. On est vraiment sur une position de vérité et d'affirmation de la vérité. Donc ça m'a vraiment permis, je dirais, ensuite de développer une écriture, on va dire, d'affirmation de soi. Voilà. Après, c'est un ouvrage qui est aussi très important parce qu'il m'a permis aussi de comprendre un peu les premiers enjeux géopolitiques. Voilà, donc je l'ai lu en 1994. C'était une période où il se passait beaucoup de choses, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Congo-Brazzaville. Voilà, donc là aussi, c'est des éléments qui permettent de comprendre qu'on est né pour lutter. Quand on est africain, quand on est noir, on est né pour lutter. Et qu'on doit s'appuyer sur les aînés qui ont fait un travail d'orientation de ce que nous avons à faire pour la suite. Très bien. Avant de céder la parole à Beko, juste sur un point, tu as fait savoir que ça t'avait éloigné de tout désir et de vengeance et de virilisation. Tu fais référence à quoi? Tu peux nous en dire davantage, s'il te plaît? L'idée de vengeance, c'est le fait que quelqu'un a dit avec des mots très clairs, très simples, très concis, très directs, ce que l'on devait reprocher au monde blanc, à la civilisation occidentale, à cette civilisation qui est décadente, qui est rongée de l'intérieur. Donc du coup, ça fait du bien de le lire suffisamment tôt et de le relire de temps en temps. Donc le discours sur le colonialisme, c'est un livre que je relis tous les 2-3 ans, parce que c'est des piqûres de rappel. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, de virilisation, parce que c'est un texte littéraire. Qui est écrit dans un canon esthétique qui est assez fort, qui ne s'inscrit pas en tant que tel dans un texte d'insulte ou dans un texte d'affirmation vindicatif, à mort, contrairement à ce que proposera par la suite Fanon. C'est-à-dire que moi j'ai lu Césaire avant de lire Fanon. Je pense que si j'avais lu Fanon avant Césaire, j'aurais été peut-être dans l'autre approche, mais le fait d'avoir lu, je dirais, Césaire avant Fanon, fait que la question, on va dire, du besoin de virilité comme illusion d'identité ou de force ou de puissance ne m'est pas apparu fondamental. C'est plus le besoin de vérité qui m'a paru comme étant la véritable forme, entre guillemets, de virilité. Pour moi, la virilité, elle est réellement dans la vérité. Elle est rationnelle, elle n'est pas physique. Exactement. Okay. Elle est exactement dans ce domaine-là. Et le fait que Césaire a été censuré justement dans ce contexte-là, à une époque où le rap émerge, où on écoute plein de rappeurs qui disent des mots sur la France, etc., m'a bien fait comprendre que c'est plutôt dans les livres que se cachait ce qui gêne fondamentalement le système, plutôt que sur les plateaux télé, dans les ondes sur la radio, dans les micros, dans les concerts, comme on le voit aujourd'hui, où des gens vont insulter l'État français sur des scènes menées, dirigées, construites par l'État français au final. Très bien, merci pour ces éléments de précision. Merci pour ces éléments de réponse. Moi, je voulais interroger ton rapport à l'écriture. Comment tu bascules de la lecture à l'écriture et qu'est-ce qui t'a poussé à poser sur papier tes réflexions et tes pensées? Alors, l'écriture, elle vient déjà de la volonté de donner mon ressenti de ce que je lis, de ce que j'ai lu, de Césaire. Donc à l'époque, je m'étais plutôt mis à la poésie, c'était plutôt à partir du cahier d'un retour au pays natal. Alors j'ai un peu fait aussi comme Malcolm X, j'ai essayé plus ou moins de lire le dictionnaire à une époque, de comprendre les mots, donc je m'étais acheté des dictionnaires de synonymes, enfin je consultais beaucoup de dictionnaires de synonymes
pour Intéressant. justement développer le vocabulaire. Ça a fonctionné? D'une certaine manière, oui. Ben, c'était aussi l'époque où on apprend par cœur les chansons d'MC Solar, parce qu'il y a énormément de vocabulaire. Donc, en fait, on pas se faire de mal. construit. Oui, voilà, on se construit en fait un. En fait, je pose la question pas pour nous, pour la jeunesse qui nous écoute et qui voudrait éventuellement emprunter tes pas, savoir comment Bah, devient-on oui, écrivain. c'est vrai qu'en fait, l'intérêt du dictionnaire, c'est que ça engorge toute l'humanité. Enfin, toute l'humanité autorisée, parce qu'évidemment, le dictionnaire, il nous exclut aussi nous-mêmes en grande partie. Mais à partir de là, on peut prendre une page au hasard, on lit. Tu faisais des fiches? Non, je ne faisais pas de fiches. Ok. Je faisais pas de fiches. En fait, c'est travailler la mémoire. Ça, c'est une première chose. Et c'est lire aussi, tout simplement, d'autres romans, comprendre un peu comment on construit une intrigue. Et ensuite, se lancer soi-même dans des récits, dans des histoires. Voilà, donc ça, c'est dans la période de l'adolescence. Après, quand j'étais un peu plus âgé, ça s'est plus développé dans le contexte des études, où là, j'avais des travaux à produire sur un plan scientifique, puis ensuite, les articles et les romans ou les ouvrages. Mais ce qui est intéressant dans tes ouvrages et dans ta bibliographie en général, c'est que tu ne bascules jamais dans la victimisation. Jamais tu bascules dans une certaine pleurnicherie ou dans une certaine tendance à céder à la facilité. Et j'aimerais comprendre pourquoi, puisqu'il y a pas mal d'auteurs africains qui tiennent des propos dans leurs ouvrages de mendicité, qui demandent la validation du système, qui demandent la validation de l'oligarchie. Et toi, tu es toujours en rupture de façon subtile et de façon réfléchie, mais tu es toujours en rupture dans ce que tu produis en termes de réflexion. Est-ce que tu en as conscience de ça ou pas? Alors oui, j'en ai conscience parce que, à l'exception d'un ou deux textes, tous mes textes sont écrits à la première personne du pluriel. C'est-à-dire que je suis toujours dans l'idée du nous, c'est-à-dire que je suis toujours dans l'idée que j'appartiens à une communauté et que je ne suis pas un individu qui doit livrer ses états d'âme, ses sentiments. Et ça, c'est la dimension rationnelle et scientifique de mon travail. Je ne suis pas là pour dire tout le mal que j'ai, toutes les douleurs que j'ai, etc. Je suis là pour parler. Aucune place pour le pathos. Quoi. Voilà, au nom d'un groupe social, au nom d'une communauté, au nom de nations qui ont leur mot à dire, qui sont des sujets de l'histoire et qui ne sont pas des objets ou des victimes de l'histoire. Et donc ça, je l'ai développé en lisant notamment Cedar James sur les Jacobins noirs, dans lequel il montre le rôle qu'ont joué les esclaves africains de Saint-Domingue dans la Révolution haïtienne, en montrant que c'était eux les véritables acteurs de cette révolution-là, alors que l'histoire officielle les présente comme des êtres inanimés, sans volonté de puissance, sans désir, etc. Donc du coup, j'ai une approche de l'historiographie qui vise en fait à montrer ce dont nous sommes capables et non pas tant à montrer ce dont nous avons été victimes. Donc du coup, je m'inscris dans ce qu'on appelle l'historiographie des résistances. Et à partir de là, il n'y a pas de raison de s'attarder ou de creuser ou de développer des éléments de victimisation. Et la finalité de mon travail, c'est d'apporter des résolutions ou des solutions à une situation et donc de se mettre un peu au-dessus de ce statut, entre guillemets, de victime qui est beaucoup plus complexe que ça. Quoi. Mais est-ce que tu ne penses pas que le fait que tu ne te positionnes pas sur le terrain de la victimisation, ça te coupe d'accès sur des plateaux télé, sur des émissions mainstream? Parce que du coup, en n'ayant pas ce discours que les Occidentaux aiment entendre du noir victime qui est toujours à la traîne, nécessairement tu te prives de visibilité assez importante. Alors je ne sais pas s'il n'y a que les Occidentaux qui aiment ce discours-là. Je pense que beaucoup d'entre nous aiment ce discours-là. Les Occidentaux en priorité, puisque oui, sur les plateaux, priorité. Ils vont inviter que des femmes et des hommes qui viennent avec une absence de virilité et qui viennent quémander une place pour avoir une photographie avec plus de noirs, plus de femmes sur le portrait, comprendre qui pourra. Donc toi, si on ne t'invite pas, c'est qu'ils estiment manifestement que ce discours-là, tu ne vas pas le servir. Effectivement, c'est pas un discours que je sers, parce que déjà j'ai une trajectoire potentiellement différente des autres figures qui sont invitées. J'ai une certaine liberté éditoriale dans mes choix d'écriture, dans mes choix de sujets. Je ne suis pas un romancier, donc là pareil, j'écris vraiment sur des vérités, sur des faits réels avérés, et non pas sur des histoires que j'invente avec, je ne sais pas, la femme africaine sauvée par l'homme blanc, etc. Ce n'est pas du tout ça mon style d'écriture, donc j'écris vraiment sur des luttes, sur des combats. Et surtout, je conteste le discours eurocentré, je conteste la domination
la domination occidentale. Donc les plateaux télé ne sont pas des plateaux de débat ou de confrontation aujourd'hui, ce sont plutôt des plateaux de validation, d'adhésion. Et donc c'est lié aussi à la manière dont les plateaux télé ont évolué aujourd'hui pour être principalement des salons d'enregistrement de discours déjà validés ou prévalidés. Mais est-ce que tu te définis comme militant antiraciste? Non, je ne me définis pas comme antiraciste, je me définis vraiment comme panafricaniste. C'est-à-dire que pour moi, la question du panafricanisme, elle inclut toutes ces questions-là, mais celle de l'antiracisme, elle exclut ou elle limite justement des volets plus larges comme celui du panafricanisme ou de l'anticolonialisme. Pour moi, la question de l'antiracisme limite le positionnement, crée une sorte de plafond de verre, notamment sur des questions de pouvoir. Absolument. Alors que la question voilà, moi je suis un militant panafricaniste, je ne suis pas un militant décolonial, je suis un militant panafricaniste, je ne suis pas un militant antiraciste, je suis un militant panafricaniste. Et dans le panafricanisme, ces questions-là sont présentes, mais elles ne sont pas bridées par l'idée d'être juste antiraciste et finalement de rester dans un cadre délimité. Alors pour être sûr que tous nos spectateurs, téléspectateurs et surtout les jeunes comprennent bien, quelle est la ligne de fracture ou la distinction selon toi entre être un militant antiraciste et un militant panafricaniste? Sur quel point éventuellement divergent-ils? La question de l'antiracisme, c'est la question de l'égalité, c'est la question de l'injustice, de l'intégration, alors que la question du panafricanisme, c'est la question de la libération. C'est-à-dire que quand on est un militant panafricaniste, on est un militant engagé dans un mouvement de libération, alors que quand on est un militant antiraciste, on est un militant engagé contre les logiques d'exclusion, de ségrégation, qui ne sont pas non plus... il faut aussi se battre contre ça. Mais tout cela participe d'un mouvement de libération plus large. Mais qu'est-ce que tu préconises comme moyen pour se battre contre ça? Je vais donner des exemples concrets. Est-ce que tu es favorable au testing devant les boîtes de nuit pour que les Noirs qui sont victimes de discrimination puissent intégrer ces établissements? C'est des moyens qui sont mis à disposition pour lutter contre le racisme. À mon sens, c'est pertinent dans le sens où ça peut permettre de sanctionner des boîtes de nuit par rapport à une législation, si tant est qu'il y ait de véritables sanctions par rapport à une application de la loi. C'est-à-dire que s'il y a une loi qui interdit la discrimination, il faut effectivement des éléments qui permettent de tester la discrimination pour ensuite sanctionner au nom de la loi. Mais ça, pour moi, ça rentre vraiment dans un cadre, on va dire, légal ou législatif, en sachant que on va faire ces testings-là en France, mais en même temps, on va refuser qu'il y ait des statistiques ethniques. Donc, du coup, il y a une forme d'hypocrisie dans la manière dont on va tester des éléments qui permettent une intégration sociale, mais on va les refuser quand il s'agit de toucher aux logiques politiques et économiques, c'est-à-dire des logiques de pouvoir. Donc, on va les valider dans des logiques, on va dire, de loisirs, de sociabilisation, et pas dans des logiques de pouvoir sur le plan politique et économique. Mais pour toi, ce n'est pas de la maladie mentale qu'un homme noir ou une femme noire qui a été recalé d'un établissement insiste pour rentrer dans un établissement raciste et dépenser son argent là-bas? Ce n'est pas de la maladie mentale? Personnellement, moi je n'insisterai pas pour rentrer dans un... Mais moi je pose la question en tout bien tout honneur, puisqu'il y a des membres de notre communauté qui, bien qu'ils conduits à certains postes, bien qu'ils conduits à certains endroits, persistent et signent pour les intégrer. Et d'après eux, c'est important qu'ils se retrouvent dans ce genre de lieu, parce que pour eux, c'est la manifestation d'une lutte contre le racisme. Moi, je me permets d'intervenir éventuellement, plus dans la manière dont on étudie les mouvements de migration ou de colonialisme. En fait, la colonisation, l'histoire de l'immigration, ça crée de nouvelles identités, notamment pour les populations afro-européennes. Et donc, elles se pensent nouvellement avec une double identité. Personnellement, je viens de Belgique, et donc un grand nombre de jeunes afrodescendants se définissent comme belges, comme partie intégrante en fait de la Belgique, notamment dans son historicité, dans la manière dont elle s'est construite. Bien sûr, ça s'est construit dans une histoire complètement violente, mais aujourd'hui, lorsqu'on fait une analyse de la Belgique, lorsqu'on fait une analyse de la France, on ne peut plus dire qu'on est dans une France blanche ou une Belgique blanche. C'est-à-dire que la démographie a totalement changé. Et donc ces personnes, elles revendiquent une possibilité en fait d'être reconnues dans leur citoyenneté en fait en réalité. En fait, c'est même pas une revendication, ils sont déjà là. Et donc, quelque part, c'est un moyen de réactiver leur dignité. Et je ne suis pas d'accord avec l'idée d'essentialiser les mouvements antiracistes comme étant des mouvements victimaires. Si nous sommes ici et que nous avons l'opportunité de pouvoir discuter ici ensemble,
Je pense que c'est aussi grâce à ça, donc c'est intéressant, enfin c'est important justement de ne pas cracher sur le travail de ceux qui nous ont précédés. Bien sûr, ce n'étaient pas des mouvements parfaits, enfin des mouvements politiques parfaits, mais je trouve que c'est important d'intégrer aussi cette perspective et de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire, mais que aussi cette manière de faire est aussi intéressante et du coup mobiliser en fait des politiques d'action qu'ils ont mis en place justement pour que voilà, certaines personnes puissent obtenir certains droits, quoi. Ah, c'est intéressant ton propos. Pour être sûr de bien le comprendre, est-ce que tu peux nous dire en quoi les actions menées par les militants antiracistes, par exemple, nous ont permis à nous, des initiatives comme celle de mieux vivre, d'être mises sur pied? Peut-être pas forcément de mieux vivre de manière parfaite, mais en tout cas, aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on analyse les sociétés par rapport au racisme, le racisme qu'a vécu nos parents, mes parents, est absolument différent du racisme que je vis moi. Aujourd'hui, le racisme d'aujourd'hui, il est beaucoup plus implicite. Tandis que le racisme de l'époque de mes parents, j'appelle ça le racisme old school. C'est-à-dire le sale noir, sale nègre, etc. Aujourd'hui, c'est très difficile dans l'espace public, dans les rapports individuels, d'entendre ça. Mais moi, pour être totalement transparent avec toi, je pense que c'est les militants noirs de l'époque qui en allaient affronter les skinheads, on allait affronter un certain nombre de racistes dans les rues de Paris, qui ont tapé du poing sur la table et qui ont tapé physiquement, tout à fait, qui ont permis à ce qu'aujourd'hui les Noirs se baladent dans Paris en toute sécurité. C'est pas l'État français qui a sécurisé les Noirs quand les skinheads nous passaient à tabac. L'État français a même organisé le 17 octobre 1961, on a des Algériens qui ont été balancés par-dessus bord dans la Seine. L'État français de Maurice Papon ne les a pas sécurisés. C'est les militants algériens noirs qui sont organisés en faisant des milices privées qui sécurisaient les déplacements de nos parents. Donc ce n'est pas la lutte antiraciste qui nous a libérés. C'est les sacrifices de nos aïeux en affrontant l'État français qui nous prenait comme des citoyens de seconde zone, qui nous a permis de nous libérer. Croire que c'est le système qui nous a donné l'occasion de nous exprimer de manière généreuse alors que ça a été arraché, c'est une utopie incroyable. C'est pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, je pense que les avancements, elles se basent sur plusieurs dimensions, plusieurs politiques d'action qui rentrent parfois en coalition. Et je ne serais pas étonnée que certains mouvements décoloniaux ou certains mouvements, par exemple, anarchistes, rentrent en coalition pour faire avancer les choses. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Aujourd'hui, par exemple, en Belgique, il y a tout un travail au niveau de la décolonisation de l'espace public, le travail du déboulement des statuts, pour pouvoir visibiliser cette histoire, réactiver la dignité, l'humanité des personnes qui ont été colonisées et les descendants de colonisés. Les personnes s'attaquent à ces statuts. Ils s'attaquent à des représentations de, par exemple, Léopold II, qui est magnifié et qui participe en fait à toute l'invisibilisation de l'histoire, par exemple, de la population congolaise, qui est mort à travers tout ce qu'on peut appeler du meurtre de masse, des viols, des mutilations. Pour moi, ce sont des actes symboliques. Pour certains, ce sera très minimisé, mais pour moi, c'est très important justement pour pouvoir renouer avec une conscience de soi beaucoup plus nette, beaucoup plus saine sur le plan identitaire et collectif. Beaucoup plus saine dans quel sens? Dans le sens que je pense que les communautés afrodescendantes, au regard de mon expertise sociologique, on est en extrême souffrance par rapport à ce que nos communautés ont vécu à travers le colonialisme, la violence de l'immigration. Et en fait, je pense que l'une des tares de notre communauté, c'est la culture du silence. C'est-à-dire que toutes ces violences, en fait, elles ne sont pas exprimées. On a des indicateurs, en fait, de cette souffrance. Et lorsque des militants antiracistes viennent et montrent à l'État qu'il s'est passé ça, l'État dit c'est faux. Comme si ça ne s'était pas fait. Et donc on rentre en fait dans une maladie mentale collective. Mais la maladie mentale, et c'est dur justement de maintenir une santé mentale saine. Mais la maladie mentale, elle vient d'où? Elle vient du fait de demander au bourreau de nous valider. Moi j'ai du mal avec cette volonté. C'est pas ça. On ne demande pas la validation du bourreau. En fait, moi j'ai du mal avec cette volonté qui consiste à déboulonner et pas à créer à côté. Moi je suis pour qu'on laisse les statuts, qu'on laisse l'horreur de ces personnes, parce que c'est des personnes qui étaient à notre endroit d'une violence et d'une horreur absolue, et qu'on explique qui ils étaient. Moi, je suis pour qu'on laisse les statuts de tout le monde. Et on écrit, il, elle a fait ça, il, elle et ça. Comme ça, on laisse la laideur de ces personnes visible pour tous. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent « Ah non, il faut enlever, parce que je suis traumatisé quand je vois Léopold, je ne suis pas bien, mes ancêtres. » Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas capable d'assumer l'histoire comme elle est et de construire de la positivité,
de construire des espaces où justement tu te répares. Pas vouloir enlever à l'autre. C'est leur héros, il faut leur laisser leur héros. Il faut leur laisser leur modèle. Et ça en dit plus long sur leur manière d'être que sur nous. Mais cette volonté de leur enlever leur modèle, leur déboulonner leur statut, leur dire s'il vous plaît, on est comme vous. S'il vous plaît, on est comme vous. Alors là, ton propos se heurte, et là je reviendrai sur Hamzat, à une notion phare que tu as évoquée tout à l'heure, sur l'idée de la double identité, chère à Webb Dubois et qui a été reprise, et l'idée d'intégration, chère à Martin Luther King. Donc, est-ce que toi tu estimes, et je m'adresse à vous deux, est-ce que vous estimez parce que c'est une question qui aujourd'hui est remise au goût du jour, qu'on peut légitimement être à la fois afro et belge, occidental, bref, d'un ancien empire colonial? On va nous passer la parole. Moi, je pense qu'il y a des diversités de trajectoires, d'identité. Il y a des gens qui sont nés ici, qui n'ont jamais connu l'Afrique, qui sont fondamentalement français, qui développent une haine de soi ou une haine de l'Afrique ou un rejet de l'Afrique en tant que noir. Il y en a très clairement, qui l'assument, qui disent qu'ils n'ont rien à faire de l'Afrique ou du fait d'être noir. Il faut le reconnaître. Je pense que la question du racisme, c'est aussi avant tout la haine de soi. La manière dont on a appris à se haïr, c'est pour ça que la référence à Malcolm X est importante. Et je pense que c'est beaucoup plus important de gérer cette question-là que de chercher à libérer le colon de son fardeau. Voilà. Et c'est pour ça que Césaire est très intéressant, parce que justement, il charge bien le colon de son fardeau et il montre la mauvaise conscience de l'Occident. Maintenant, est-ce qu'on peut être afro-belge, afro-français, afro-suédois? Sans être dans une haine de soi, qu'on comprenne bien. Moi, je pense que c'est possible, mais ça nécessite d'avoir vraiment une égalité suffisante du point de vue des identités que l'on gère. Très bien. C'est possible et c'est quelque chose qui dérange extrêmement les systèmes d'ici, parce que les systèmes d'ici sont des systèmes d'intégration, de coupure avec nos origines, et qui n'acceptent pas, je pense, la binarité. D'assimilation ou d'intégration? Parce que coupure avec les origines, c'est assimilation. D'intégration et d'assimilation. C'est-à-dire qu'on veut, on ne veut pas que nous fassions communauté en tant que Noirs. Okay. Or, le seul moyen de nous intégrer ici, c'est d'être une communauté. Et donc, on veut nous intégrer en tant qu'individus, mais pas en tant que communauté. Okay. Parce que tous ceux qui se sont intégrés l'ont fait en constituant des communautés. Mais nous, on ne veut pas que nous constituions une communauté, parce qu'on ne veut pas que nous soyons intégrés en tant que communauté, mais en tant qu'individu ou individualité. Ça, c'est lié à l'histoire coloniale de ces pays, la France, la Belgique, etc. En Angleterre, c'est un peu différent, mais pour moi, il y a une mauvaise conscience, puis surtout, c'est lié au fait qu'on est toujours dans une situation qui est coloniale. Tout à l'heure, Békou évoquait le fait qu'on est libéré. On n'est pas du tout libéré, on est toujours dans une situation coloniale. On a toujours des chaînes mentales, des chaînes identitaires, des chaînes intellectuelles, des chaînes économiques, des chaînes politiques. Donc on n'est pas du tout libéré. Je ne pense pas que les gars qui aient affronté les skinheads nous aient réellement libérés. Ils ont montré qu'on est capable de répliquer, mais pour moi, il y a encore du travail. Et notamment sur le plan intellectuel. Là où je trouve la question intéressante, c'est qu'elle nous met face à nos situations personnelles aussi individuelles et à nos trajectoires personnelles, dans ce sens que certaines personnes ont fait le voyage de l'Afrique vers la France, soit à travers leurs parents, soit individuellement. Et lorsqu'on est confronté à ce parcours-là, évidemment, il faut trouver le moyen de se positionner soi-même. Moi, je me définis aujourd'hui comme un être hybride. Et étant né sur le continent, ayant passé un bout de ma vie en France, le tout est de trouver sa place et surtout de savoir la finalité. La finalité de comment on définit ce statut-là. Est-ce que je viens en France pour m'assimiler et donc gommer toute mon histoire, tout mon background, ou je viens en France pour au moins m'intégrer en sachant très bien ce que je vais faire après, c'est-à-dire acquérir des connaissances et des compétences pour retourner sur le continent, aller le développer d'une certaine manière. Ou j'y reste, étant dans le système, comme certains le prétendent, pour, en étant au cœur du système et dans la machine, pouvoir le changer. Donc tout dépend du positionnement, et aujourd'hui, moi je suis en très mauvaise posture pour dicter aux gens ce qu'ils devraient faire. Néanmoins, je note que Marcus Garvey, Malcolm X ont prôné le retour en Afrique, avec des axes bien précis, notamment le développement de l'économie, retrouver son identité, etc. Et donc ça me paraît important que, bien que considérant que nous sommes des êtres hybrides et faits de différentes influences culturelles, que nous n'oublions pas d'où nous venons et qui nous sommes. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas prétendre à un échange tant qu'on ne sait pas qui nous sommes et où nous devons aller. Absolument. Okay. Merci de compléter le propos. Donc je disais, j'ai toujours considéré qu'on ne peut pas prétendre à un échange
sans avoir conscience de qui on est. Je n'arrive pas sur une table en disant, bon, moi, ok, on va échanger, mais qu'est-ce que j'apporte, moi, dans l'échange? Donc, il est important d'en avoir conscience, et dès lors qu'on en a conscience, on arrive, on l'impose avec force, et donc ça part de l'identité qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, et qu'il faut continuer de développer et au quotidien. par la lecture, et en parlant de Marcus Garvey et de Malcolm X, on va faire une transition toute trouvée, hein, merci, avec l'une des œuvres phares de Hamzat, Africa Unit, qui pour moi constitue, je l'ai déjà eu à le dire en privé, la Bible du panafricanisme 2.0. Tu es, à mon sens, vraiment l'Hérodote du panafricanisme à travers cet ouvrage que l'on peut notamment trouver à Présence africaine. Tu as livré concrètement le portrait et la trajectoire du panafricanisme. Est-ce que tu peux nous parler notamment de cette transition entre les premiers jours du panafricanisme qui étaient en sorte du pannégrisme et le basculement dans le panafricanisme avec ce qu'il implique, on va dire, de dilemme, notamment avec le panarabisme? C'est une large question que je vais essayer de résumer très simplement. C'est-à-dire que nos ancêtres ont été déportés et mis en esclavage sur l'argument de leur couleur de peau. On a assimilé l'esclave au nègre et le fait de se retrouver déporté dans les Amériques était lié à la condition noire, d'où aussi tout le début du colorisme, essayer de se blanchir pour sortir de ce stigmate-là, avec des législations différentes aux États-Unis, à One Drop Rule, où vous pouvez être blanc, mais en fait vous avez un ancêtre noir dont vous êtes noir, et d'autres espaces où là ça ne fonctionne pas de la même manière. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le racisme s'est construit dans ce contexte-là, et les résistances qui ont été menées dans le contexte des abolitions de l'esclavage ont été menées par des peuples noirs qui, au lendemain des abolitions, ont développé effectivement un mouvement pan-nègre, donc la solidarité raciale avant tout, dans un contexte d'oppression maximale, à la fois oppression raciale, oppression économique, oppression politique, qui nécessitait de construire un pouvoir noir, qui va notamment donner aux États-Unis ce qu'on appelle le black nationalism, le nationalisme noir, d'où va être extrait aussi l'idée d'un séparatisme noir, c'est-à-dire que les Noirs devraient avoir un État réservé à eux dans les États-Unis, dans lesquels ils sont, entre guillemets, maîtres chez eux, mais peut-on être véritablement maître chez soi quand on est toujours chez l'autre? D'où le fait que, en parallèle, se développent des logiques de back to Africa, de retour en Afrique, d'abord portées par des Noirs libres et très rapidement récupérées par des Blancs, philanthropes et colonialistes qui se sont dit on va récupérer ces Noirs occidentalisés pour développer des projets de colonisation en Afrique. Et donc là aussi, c'est très important. Il y a une instrumentalisation du panafricanisme? Alors, ce n'est pas tout à fait une instrumentalisation, mais ça pose la question toujours très contemporaine de ce Back to Africa. Est-ce qu'on rentre en Afrique en vaincu et en victime, comme nos frères qui sont malheureusement rapatriés en charter et qui ne veulent pas partir, etc. Ou est-ce qu'on y rentre en vainqueur, c'est-à-dire en ayant effectivement récupéré à l'extérieur de l'Afrique ce qui nous est dû? Donc là, le frère tout à l'heure parlait par exemple du savoir, de la technologie, etc. pour apporter quelque chose qui permet d'avancer dans la libération de l'Afrique. Et donc du coup, ces questions-là vont se poser à la fin du 19e siècle, au moment où l'Afrique tombe sous la domination coloniale et où les Noirs libres dans les Amériques constatent qu'ils ont beau être libres, mais leur couleur de peau les identifie toujours à un continent qui est tombé sous la domination coloniale. Et que donc tant que ce continent-là, qui est leur terre d'origine, n'est pas libéré, ils n'auront pas un chez eux vers qui se tourner et ils n'auront pas derrière eux un pouvoir terrestre, territorial, qui puisse les défendre partout dans le monde. Et donc là, il y a des échanges qui sont faits entre plusieurs intellectuels, Anténor Firmin, Benito Sivin, William Dubois, etc., qui aboutit à la conférence panafricaine de Londres en 1900, où le mot panafricain apparaît pour quasiment la première fois dans l'histoire. Et on choisit effectivement de fédérer Haïti, l'Éthiopie, le Libéria, donc les trois pays à l'époque dirigés par des Noirs, en leur disant c'est à vous de défendre les intérêts des Noirs du monde entier. Et donc le mouvement qui va se développer au cours du XXe siècle va s'inscrire dans une logique de décolonisation de plus en plus affirmée, notamment après 1945, et ensuite va être l'idéologie de tous les mouvements de libération nationale qui vont se battre pour libérer leur territoire dans l'idée que ces territoires libérés doivent être ensuite unis dans le cadre de ce que Nkrumah appelait les États-Unis d'Afrique. Donc en fait, on part d'une situation de l'extérieur de l'Afrique où on est dominé et opprimé en tant qu'individu ou groupe social, vers une projection vers un territoire d'origine à libérer,
dont on a été séparé de l'histoire, parce que l'histoire de l'Afrique a continué, avec l'idée que de l'extérieur, on peut apporter des solutions plus efficaces à ce qui se passe à l'intérieur de ce continent-là, parce que de l'extérieur, on est plus en phase avec les enjeux géopolitiques. Et il est vrai qu'une grande partie de la politique africaine est gérée depuis l'extérieur de l'Afrique. Il est vrai que 90% de l'économie africaine est gérée depuis l'extérieur de l'Afrique. Et donc le devoir de cette diaspora qui est un peu partout présente dans le monde, c'est de récupérer le contrôle de cette politique et de cette économie africaine qui est gérée depuis l'extérieur de l'Afrique. Ça devrait être vraiment notre mission. Et c'est en ça que le panafricanisme est né dans la diaspora et la spécificité de la diaspora, alors que l'objet du continent africain, c'est l'unité africaine qui est un peu différent en termes, je dirais, d'orientation. Zat, qu'est-ce que tu dis aux Africains en France, en Occident en général, qui disent que s'unir, c'est pas bien parce que c'est du communautarisme, et le communautarisme, c'est une mauvaise chose. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens? Je pense que toutes les unions sont basées sur des intérêts. Donc la première des choses, c'est identifier les intérêts. C'est-à-dire que je ne vais pas m'unir avec quelqu'un qui me répond ça parce que je vois très clairement qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Donc l'enjeu, ce n'est pas d'unir tout le monde, c'est d'unir par rapport à des intérêts ou des lignes d'intérêt bien précises et de comprendre qu'effectivement, il y a des Noirs qui n'ont pas d'intérêt à avoir une unité des Noirs ou des Africains de manière générale. Donc du coup, il faut sortir de l'idée que tout Noir est forcément, entre guillemets, mon frère que je peux embrasser, etc. Mais qu'il faut plutôt identifier quels sont les intérêts qui font qu'il n'adhère pas à ce principe-là et quelle est surtout l'aliénation qui le met dans cette position-là de renier ce qui lui est en réalité totalement favorable. C'est-à-dire que comment on a été construit pour finalement produire nos propres oppositions, de la même manière que lorsque Dubois fait le congrès panafricain en 1919, eh bien la France sort Blaise Diagne pour mettre en face de lui un autre Noir. De la même manière que quand les Camerounais allaient aux Nations Unies pour réclamer l'indépendance en disant que le traitement de la France est raciste et colonialiste, eh bien la France envoyait Houphouët-Boigny ou Senghor qui disaient exactement le contraire en disant « Regardez, la France nous apporte la civilisation ». Donc on est aussi, je dirais, dans ces logiques de division, d'intérêts sur lesquels il faut qu'on se positionne. Tu valides l'opposition qu'il y a eu entre le nègre marron et le nègre de maison? Alors pas totalement, parce que le nègre de maison pouvait aussi empoisonner le maître. Il y a beaucoup plus eu d'empoisonnement de maître par le nègre de maison, entre guillemets, que d'actions menées par le nègre des champs. Donc ça dépend encore une fois de ce que l'on entend par... Donc le nègre de maison n'est pas nécessairement un traître. La question, c'est de qui trahit-on? Le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas suffisamment capables de trahir le système. Nous sommes capables de nous trahir les uns les autres, mais nous ne sommes pas suffisamment capables de trahir le système. Ça veut dire quoi trahir le système? C'est un coût important. Non, mais ça veut dire quoi trahir le système? Si je vais dans ta logique, trahir le système, c'est potentiellement se mettre à dos les honneurs, se mettre à dos la reconnaissance. Oui, mais de quelle reconnaissance parle-t-on? On parle de la reconnaissance de la Légion d'honneur. Oui, mais si on parle de manière très concrète, Blaise Compaoré, par exemple, il a trahi. Oui. Pour avoir des honneurs, mais il aurait eu beaucoup plus d'honneurs s'il n'avait pas trahi. Donc nous, notre travail, c'est d'expliquer en quoi il est nécessaire de trahir ceux qui nous demandent de trahir d'une certaine manière. Mais en disant ça, Hamzat, est-ce que tu as conscience que tu ne seras jamais reçu à l'Élysée pour une Légion d'honneur, mon frère? Ah bah ça, attendez, excusez-moi, bon nombre de nos intellectuels, parlons peu, parlons bien, leur objectif, c'est d'avoir la reconnaissance académique, d'avoir une reconnaissance étatique, et qui, du coup, en termes de vérité, ont choisi leur camp. Elle est là la réalité. Excusez-moi, moi je suis très lent d'esprit, je ne suis pas comme vous. Moi j'ai besoin de clarifier le mot trahison qui est souvent employé. Trahir le système, qu'est-ce que cela signifie-t-il, s'il vous plaît? Alors il y a un militant qui pour moi est le plus intéressant et le plus important qui s'appelait Amilcar Cabral, qui a développé une théorie qu'il appelle le suicide de classe. Cabral a été formé à l'ingénierie agronome au Portugal. Et il expliquait que quand on est formé en Occident, qu'on revient sur le continent africain, il faut qu'il y ait un temps de décompression où on se lave un peu de toutes les chaînes d'aliénation qu'on a appris à l'extérieur du continent africain, qui tendent, je dirais, à marginaliser ou à stigmatiser nos origines. Et Cabral disait que l'élite qui se construit dans ce contexte-là doit comprendre qu'elle doit renoncer à ses privilèges d'élite, acquis dans la collaboration avec le système colonial, pour se retrouver en cohésion avec le peuple, pour renaître avec le peuple et donc pratiquer ce qu'on appelle le suicide de classe. Et le suicide de classe, dans la dimension littéraire,
Puisqu'on parle des honneurs, non, pas du tout. Non, pas du tout. La question du suicide de classe, pour revenir peut-être à l'enjeu de la discussion. C'est la récompense des honneurs. Non, c'est la capacité pour les intellectuels africains à produire en langues africaines. Ça, c'est du suicide de classe. Parce qu'effectivement, on écrit pour un public qui est, entre guillemets, europhone. Et les vraies personnes auxquelles on devrait s'adresser sont celles qui sont dans nos langues nationales, dans nos langues locales. Comme le Kenya. Et on utilise justement cette maîtrise de la langue coloniale, etc., comme un outil de prestige et de pouvoir dans des sociétés africaines où on sait que dans des pays francophones, en réalité, il y a peut-être 10 à 15, 20% des gens qui parlent réellement français. Mais comme tout est français, on en profite de ce système-là. Et donc du coup, lorsque l'on voit des régimes africains qui disent qu'ils vont dégrader le français de son statut de langue officielle, qui vont promouvoir des langues nationales, mais ça appelle au fait à l'émergence aussi d'intellectuels traditionnels, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas formés justement dans ce champ des lettres, etc., et qui ne sont pas pour autant moins producteurs de sciences et de culture. Et donc ça renvoie à l'article de Cheikh Anta Diop de 1948, quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine, où il expliquait la nécessité de produire de la science, du savoir, de la littérature dans les langues africaines. Donc l'un des enjeux qui se pose, c'est celui de la production dans les langues africaines et de la traduction de nos ouvrages dans les langues africaines. Et c'est ça, en fait, qui participe aussi de la trahison du système, du suicide de classe, etc. Mais ça nécessite aussi que les nôtres soient formés et que les nôtres comprennent que nos langues africaines peuvent être aussi des langues de science et de littérature. Suffisamment riches. Exactement. Moi, je pense aussi que c'est la théorie aussi de l'infiltration. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment inhérente à la communauté afrodescendante, cette idée de s'immiscer dans le système pour pouvoir mieux le retourner. Notamment un auteur qui me fait penser à ça, c'est Cheikh Anta Diop, où il a développé toute sa thèse sur l'Égypte antique, négro-africaine. Il l'a fait dans le monde académique. En tant qu'académicienne, je m'identifie beaucoup à lui. Et son apport épistémologique, ça a été énorme dans la conscience collective noire, dans une idée de réparation identitaire, de réparation épistémologique. Donc c'est aussi une porte d'entrée, je trouve, assez intéressante. Le problème étant, c'est que il y a cette question de se faire après corrompre par le système. C'est-à-dire que tu es un individu, tu dis que tu vas t'infiltrer dans le système et au final, après, tu peux questionner finalement tes motivations. Est-ce que tu veux... Enfin, à force d'arriver à un certain niveau, au final, tu commences à te déconnecter de tes ambitions principales qui étaient d'aider les tiens, de retourner le système. Et je pense que c'est tout le vice, en fait, qui se crée. Et je pense que même les sociétés occidentales jouent de ça, de faire en sorte de prendre quelques élus pour qu'il y ait des concurrences internes les uns avec les autres. Ça fait partie en fait de cette matrice cette matrice en fait raciale qui est vraiment vicieuse. Et il y a tout ce qui renvoie à la concurrence interne qui se fait entre les populations minorisées elles-mêmes. Ça a été aussi développé par Fanon, c'est-à-dire qu'on subit de la violence et on reproduit cette violence aussi sur les autres. Elle n'est pas inhérente à la nature humaine, la violence ? Elle est aussi construite socialement, c'est-à-dire qu'il y a des violences construites socialement, il y a des situations de pression, de mendicité, de chantage qui existent, qui vont beaucoup plus nous toucher du fait de notre vulnérabilité, du fait de l'isolement aussi de entre guillemets, nos élites. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on a des élites qui sont coupées du reste, parce qu'elles voient leur réalisation en dehors de leur communauté, tout simplement. Si je peux me permettre juste de déporter un petit peu le sujet, nous vivons une époque de bouleversements, de grands bouleversements sociétaux et sociaux notamment. Vous traversez l'histoire du panafricanisme à travers les grandes figures. Moi, je m'intéresse à la question, à la place qu'occupait la femme dans ces mouvements panafricains, et aux côtés des hommes ou pas d'ailleurs, devant, derrière, parce qu'il est notamment posé le problème de l'invisibilisation des femmes dans ces luttes. Est-ce que c'est un sujet auquel vous vous êtes intéressé, ou de quelle manière vous vous positionnez dessus ? Alors, dans mes travaux, déjà, il y a une première difficulté, c'est qu'il y a assez peu de femmes, il y en a, mais il y en a assez peu qui ont écrit leur propre histoire. Et l'histoire du panafricanisme, c'est beaucoup une histoire d'égo-histoire, d'autobiographie, où chacun raconte un peu sa version, chacun des personnages raconte un peu sa version. Et il y a très peu de récits autobiographiques produits par des femmes. Il y a des biographies, il y en a de plus en plus aujourd'hui, mais en termes de sources, il y en a assez peu. Ensuite, quand j'ai travaillé par exemple sur les congrès, je me suis rendu compte que le 4e congrès panafricain, il a été intégralement organisé par des femmes. C'est un comité d'organisation de 10 personnes, ce sont 10 femmes. Mais ça, on peut le savoir que si on creuse, parce que sur les noms, il n'y a que l'initiale du prénom et le nom de famille.
Et en cherchant, je me suis rendu compte que c'était 10 femmes qui l'avaient organisé, parce qu'il y avait des clubs de femmes qui se réunissaient, qui étaient parfois plus conscientes que leurs époux. Donc leurs époux avaient de l'argent mais étaient des aliénés, mais les femmes, elles, avaient une conscience et utilisaient parfois aussi les moyens ou les réseaux de leurs époux pour monter des événements. L'UNIA de Garvey a été largement financée par des femmes. Sans les femmes, il n'y aurait jamais eu d'UNIA, parce que c'est elles qui organisaient les collectes de fonds, c'est elles qui organisaient les activités de charité, c'est elles qui organisaient quasiment toutes les entreprises qui faisaient tourner économiquement parlant la machine. Vous regardez tous les restaurants de l'UNIA, c'est des femmes qui généralement faisaient les menus, qui étaient diététiciennes, qui étaient nutritionnistes. Sur les mouvements... un rôle secondaire, une place secondaire et pas forcément... Non, c'est une place centrale parce que sans la nourriture, vous allez nulle part, quoi. Je veux dire, elles n'étaient pas des têtes d'affiche. Certaines étaient des têtes d'affiche. Ella Baker, c'est par exemple la vraie mère politique de Stokely Carmichael, Kwame Touré ou de Malcolm X. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont organisé, ou Fannie Lou Hamer, qui ont organisé des luttes. Funmilayo Ransome Kuti, elle a créé la première organisation de femmes au Nigeria. Il y en avait 20 000, celle qui a financé toute la politique nigériane par la suite avec les market women, les femmes dans les marchés. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes avaient un rôle, je dirais, stratégique et logistique peut-être plus important parce qu'elles étaient dans l'arrière-garde et n'avaient pas la visibilité. Et dans certains meetings, ce sont elles qui ont mis des coups de pied aux hommes pour qu'ils aillent parler sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que malheureusement, on est dans des sociétés où on écoute beaucoup plus quand c'est un homme qui dit une chose que quand c'est une femme qui dit une chose. Et ça aussi, ça pose d'autres questions sur... Il y a un travail d'invisibilisation volontaire qui renvoie notamment à des réalités d'ordre intersectionnel, c'est-à-dire que même dans le milieu à train noir, les femmes, du coup, en raison de leur genre, étaient mises à l'écart, et notamment même au niveau de leur pensée. Et ça conduit à ma question sur le plan des résistances. Pourquoi, en fait, justement, dans les têtes d'affiche, on ne retrouve pas vraiment ces femmes? Pourquoi elles ne sont pas vraiment visibilisées? Et aussi, vous avez parlé des rôles stratégiques, c'est très intéressant, mais j'ai l'impression que c'est une porte d'entrée aussi qui n'est pas beaucoup développée dans la littérature scientifique, volontairement justement pour maintenir les femmes dans cette posture de passivité. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une complicité générale d'ordre patriarcal à mes yeux. Tu partages cette lecture? Alors, l'histoire, elle est majoritairement écrite par des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une majorité d'historiens ou d'hommes, de manière générale, qui écrivent l'histoire, qui le font à partir de sources auxquelles ils ont accès, dans lesquelles, effectivement, ils sélectionnent de manière consciente des figures où on écarte d'autres. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une invisibilisation des femmes dans l'histoire de manière générale, et dans l'histoire du panafricanisme, même dans l'histoire de l'Afrique. On va les mettre aussi effectivement à des points de visibilité stratégique. Ce sont les mères fondatrices, ce sont les mères à l'origine des légendes, etc. Mais après, dans la continuité, elles vont être invisibilisées. Et ça, c'est lié au fait qu'au moment des indépendances notamment, on pensait vraiment la lutte sous l'angle des mouvements de libération nationale, dans laquelle en fait et les hommes et les femmes allaient être libérés. Mais après, il y a d'autres enjeux qui font que les enjeux de libération posés par les femmes ne sont pas forcément ceux posés par les hommes. Et ça, Thomas Sankara l'expliquera très clairement quand il dira que la difficulté des femmes africaines, c'est qu'elles sont doublement dominées, dominées par un homme africain qui lui-même est dominé par le système occidental, par l'homme blanc. Mon avis là-dessus, c'est aussi que c'est plus révélateur de l'époque, où effectivement, pas comme aujourd'hui en 2024, effectivement, c'est pour ça que je parlais des bouleversements sociaux et sociétaux actuels, de l'époque où la femme, effectivement, occupait une place bien précise, et pas forcément de mon point de vue, dans une volonté de l'invisibiliser, mais plutôt parce que l'époque le voulait et l'époque répartition des rôles était au respect des rôles assignés à ce moment-là. Et pas une invisibilisation volontaire. Il y a une répartition des rôles, c'est-à-dire que Philosophy and Opinion of Marcus Garvey, c'est parce qu'il y avait Amy Jacques Garvey qui l'a écrit, sinon, celle qui l'a écrit en réalité. Okay. Alors, je me permets de faire une transition sans transition. Alors, cher Hamzat, j'aimerais revenir sur un point que l'on a survolé tout à l'heure autour de la ligne de fracture qui semble se dégager aujourd'hui entre le panafricanisme et le panarabisme, et en particulier autour de l'actualité palestinienne. On voit beaucoup de frères africains, en particulier congolais, mais plus largement africains, reprocher aux arabo-musulmans de se détourner de la cause congolaise tout en réclamant
que toute l'attention soit axée sur la cause palestinienne, alors que l'une mérite au moins autant d'attention que l'autre. Quel est ton regard là-dessus? Pour moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans des logiques que je trouve de victimisation. Voilà, je pense qu'il faut se battre pour toutes les causes et rien n'empêche de se battre et pour l'un et pour l'autre. Mais ça nécessite d'être organisé pour mobiliser. Alors je reformule. Comment expliques-tu qu'on parle beaucoup plus de la cause palestinienne que de la cause congolaise? Parce que la cause palestinienne est simple, les éléments sont précis, on sait ce que demande le peuple palestinien, les choses sont très claires. Alors que dans le cas du Congo, c'est beaucoup plus confus, c'est beaucoup plus obscur et ça ne peut pas juste se limiter à le Rwanda est un problème, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les Palestiniens sont très clairs, ils veulent un État, ils veulent le retour des réfugiés, ils veulent Jérusalem en capitale internationale, c'est 3 points, c'est très clair, il y a un plan, il y a des plans. Dans le cas du Congo, il faut qu'on construise un plan pour savoir qu'est-ce que l'on veut concrètement pour le Congo aujourd'hui, qu'on se mette d'accord autour de ce plan-là et qu'on fasse du lobbying à tous les niveaux pour ce plan-là. Mais lorsque l'on discute avec des Congolais ou même des Africains, on constate que personne n'est vraiment d'accord sur dans quel sens aller. Alors que dans le cas de la cause palestinienne, on a vraiment 2 camps qui se font face à face, qui savent très clairement sur quoi ils se battent, pourquoi ils se battent. Et je pense que dans le cas du Congo, c'est beaucoup moins clair, surtout que le problème du Congo ne se limite pas qu'à l'Est. C'est quand même un pays, un État continent. C'est un déficit idéologique. Il y a des problèmes à Kinshasa qu'il faut régler, il y a effectivement tout ce qui se passe dans le Kivu, il y a d'autres régions aussi. Enfin, c'est une autre dimension, le cas du Congo. D'accord, vous partagez son regard que ce serait un déficit intellectuel et organisationnel? Bien au-delà de ça, moi je dissocierais déjà les problèmes qui ont lieu dans l'Est du Congo et ceux qu'on retrouve à Kinshasa qui ne sont évidemment pas comparables, hein, on sera d'accord là-dessus. Le problème c'est que Kinshasa c'est le centre du pouvoir et donc c'est au centre du pouvoir de gérer les problèmes à l'Est du Congo. Alors je suis entièrement d'accord avec lui, d'ailleurs c'est avec vous, d'ailleurs c'est au Congo tout simplement de prendre ses responsabilités pour gérer ces problèmes. Et une fois qu'on a posé ce problème-là, d'une part nous avons les tueries de masse qui continuent et qui ont lieu tous les jours. Moi je placerais plutôt le sujet au niveau des enjeux. Je ne vais pas faire de comparaison avec la cause palestinienne, mais les enjeux très économiques de la guerre congolaise n'ont rien à voir avec les enjeux d'appartenance ou des récupérations d'une quelconque terre concernant le cas de la Palestine. Donc, et ensuite, lorsqu'on parle des enjeux économiques et financiers, on voit bien sûr tous les États qui sont impliqués dans ce conflit. Hein, parlons de conflit qui dure d'ailleurs depuis plusieurs décennies maintenant. Ensuite, nous interpellons une fois qu'on a fait du lobbying. Comprendre. Tu estimes que c'est l'implication indirecte des États occidentaux au Congo qui met ce sujet sous le tapis? Alors, je pense surtout qu'ils ont un rôle très flou pour certains. Néanmoins, lorsque un État comme les États-Unis qui vont soutenir le Rwanda ou qui d'ailleurs ne reste ni plus ni moins que le bras armé des États-Unis, c'est le même pays, c'est les mêmes États-Unis qu'on ira supplier pour intervenir ou pour, par besoin de diplomatie ou quoi, qu'on ira supplier pour venir mettre fin à la guerre. Sans vouloir t'interrompre, hein, c'est parce qu'on dit plus ou moins la même chose. Concernant Israël, on estime que c'est le bras armé ou c'est le satellite. C'est plus manichéen entre guillemets. Israël, Palestine, c'est plus clair les lignes parce qu'il y a la question des logiques d'apartheid. D'accord. C'est beaucoup plus clair en fait. Il y a vraiment une distinction identitaire qui est marquée, qui est affirmée. Donc l'explication ne serait pas d'ordre racial. Moi je pense que l'oppression c'est l'oppression, la violence c'est la violence. Tu n'as pas besoin justement d'avoir une thèse sur les conflits du Congo pour comprendre qu'il faut être solidaire parce qu'il y a des gens qui meurent. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intérêts communs, enfin de violences communes qui se jouent entre le peuple palestinien et le peuple congolais. Je pense que ça pose plus des questions de fond, des questions identitaires, d'appartenance. Autrement dit, la communauté, le monde arabe, ou par exemple les Maghrébins, il y a une double appartenance, une appartenance au monde arabe et une appartenance à la communauté africaine. Donc c'est dur à ce moment de négocier sa place. Et je pense de manière plus globale, il y a aussi des scissions en fait bien ancrées entre les deux communautés. Lorsqu'on fait une lecture par exemple des banlieues ou des quartiers populaires, plus en Belgique par exemple, il y a une grande scission entre les communautés. C'est-à-dire que, contrairement un peu moins aux banlieues, dans les quartiers populaires belges, les Maghrébins et les Afrodescendants par exemple, ils sont un peu moins solidaires. Il y a même de la concurrence interne. L'État aussi participe à ça à travers des logiques de financement. On avantage une communauté et un peu moins l'autre, diviser pour mieux régner. Il y a vraiment cette idée-là. Et je pense qu'il y a aussi ce silence
qui s'organise autour de la négrophobie qu'il y a dans le monde arabe, littéralement. Et je pense qu'il faut plus encourager peut-être une démarche plus comme Fanon. Ça, moi, j'aime beaucoup Fanon parce qu'il me réconcilie avec cette idée panafricaine, justement. Panarabiste, au passage. Entre autres aussi, en ayant investi aussi l'Algérie, en s'étant impliqué par rapport à ça. Il a fait un livre sur cette révolution algérienne. Il a été solidaire de ça. Et j'invite vraiment la communauté maghrébine et la communauté noire à s'inscrire dans cette même démarche. Et bien moi, quand je me pense aussi ça. Je me pense solidaire de tous les peuples subalternisés. Moi, je ne dis pas la question panarabe, la question palestinienne, parce qu'il y a plein d'États arabes qui ont fait la paix avec Israël, qui ne soutiennent absolument pas la cause palestinienne. Il y a le Maroc, on l'a vu avec l'histoire de la carte de Netanyahou. Donc, c'est pas une question, entre guillemets, c'est une question de décolonisation qui s'inscrit dans la continuité de la lutte contre l'apartheid. Et les collectifs congolais gagneraient beaucoup à s'inspirer de la manière dont les Palestiniens travaillent, notamment sur les questions de boycott. Pourquoi les Palestiniens arrivent à mener des actions de boycott qui ont un sens, alors que quand au Congo on dit qu'il faut boycotter, là ça part dans tous les sens. Pourquoi on ne regarde pas de manière plus précise? Et on va recevoir la Team Congo qui viendra présenter son programme, présenter les démarches qui sont les siennes. Mais pour revenir sur ton ouvrage, Hamzat, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le bouquin sur la France-Afrique, c'est comment tu t'es retrouvé, toi, auteur noir, à participer à cet ouvrage. Est-ce que tu peux le prendre pour notre caméra, s'il te plaît? Comment tu t'es retrouvé, toi, auteur noir, à participer à cet ouvrage, alors que c'est une question qui est très taboue en France? Et qu'est-ce que ça t'a apporté sur le terrain historique de travailler sur cette question? Alors, je suis effectivement l'un des directeurs de ce gros bouquin. On est 4 à la direction, donc je suis le seul noir des quatre directeurs. Au niveau des contributeurs, c'est à peu près le même niveau, 1/4, 3/4. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France-Afrique, c'est une histoire qui est quand même française. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à parler des chefs des services secrets français, des renseignements français, que du chef du service secret camerounais, etc. Parce que c'est une histoire pour laquelle il faut avoir des sources ici, il faut avoir des renseignements, il faut avoir des données, et surtout il faut mener un travail d'investigation qui nécessite d'avoir des gens solides qui travaillent sur ces questions-là. Et il se trouvait qu'avec Thomas Deltombe, que je connaissais déjà, qui lui a écrit le gros bouquin Cameroun, on a dit qu'il fallait dépoussiérer le concept de France-Afrique, parce qu'il est hérité de François-Xavier Verschaff, qui est décédé il y a une quinzaine d'années. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils parlent de la France-Afrique, on se demande s'ils savent réellement de quoi ils parlent. Donc il fallait écrire un nouveau bouquin pour les jeunes nés en l'an 2000, qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années, qui parlent de France-Afrique sans savoir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière ce système-là. Est-ce que ça ne te chagrine pas quand tu vois que des ouvrages qui touchent au cœur de l'Afrique, à proprement dit, sont menés, sont rédigés, en dehors de ta personne, principalement par des Occidentaux? Écoutez, on a proposé à plusieurs personnes. Il y a eu des refus, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des Africains qui ont refusé, parce que c'est aussi un enjeu de mettre son nom sur ce type de bouquin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais quand il s'agit de mettre son nom sur un bouquin, là, il y a beaucoup moins de monde. C'est ça qui m'intéresse, moi. Il faut dénoncer les macaques, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'en réalité, sans donner leur nom, en fait, il faut que les gens comprennent que nous avons beaucoup d'intellectuels dans notre communauté. Après, les gens, ils ont à faire leurs recherches, qui nous trahissent dans leur choix, qui nous trahissent dans leur non-choix. C'est-à-dire que le fait d'être un Africain, d'être invité pour ce genre d'ouvrage, moi j'aurais bien aimé être invité, parce que j'aurais apporté ma plume. C'est une édition, moi je propose ma plume. Mais plaisanterie mise à part, le fait d'être un Africain, femme ou homme, avec une visibilité, et de refuser une invitation pour un ouvrage pareil, c'est de la trahison. C'est de la trahison pourquoi? Tu es d'accord avec ça? C'est de la trahison pourquoi? J'allais au bout de mon raisonnement. Parce que c'est penser qu'à son petit confort personnel, ses petits avantages, et se dire, moi je ne vais pas prendre le risque de perdre ce que j'ai, même si ça peut profiter à ma communauté. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Je comprends totalement. Après, moi, je comprends les personnes qui se sont désistées. Moi, je comprends aussi les traîtres. Mais il faut dire que ce sont des traîtres. C'est dur de dire traître. Moi, je pense c'est parce que justement, on n'est pas dur, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Mais vous savez, on a hésité. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 textes où on a hésité à mettre des pseudos, parce que voilà, il y a des choses qu'il faut assumer. On a réfléchi à plusieurs choses. L'article sur Bolloré, on a regardé qui n'avait pas eu encore de procès avec Bolloré. Mais il faut l'avoir. Voilà. En fait, avoir des procès avec nos ennemis,
C'est des récompenses. Hein. C'est des récompenses. À un moment donné, il faut Certainement. accepter aussi la lutte. Parce que moi, ce qui me déplaît chez nous, c'est qu'on veut se libérer, mais on a peur de la boue. Mais à un moment donné, quand il pleut, il y aura de la boue. Et nécessairement, il y aura des blessures, il y aura de la bagarre. Mais il faut pas attendre une libération version zouk, version douce, version agréable. Parce que le maquis intellectuel, c'est une violence. C'est du boycott, c'est de la censure, c'est des redressements fiscaux, c'est une pression. C'est des invisibilisations sur des plateaux télé et il faut l'accepter. Mais il n'y a pas que ça, tu sais, en fait, je pense que même collectivement, dans la communauté afrodescendante, il y a cette peur de mourir pour ses idées. Voilà. Malcolm X est mort pour ses idées. Mais tu crois que... Et on a peur de ça aussi, et ça s'est ancré dans ça, tu vois. Mais je suis ici, non, c'est pas que je Mais n'ai on pas va peur tous de mourir. mourir. Ceux qui sont morts, ils ont pris de l'avance. Hein. Mais comment tu meurs? Mais ceux qui sont morts, ils ont pris de l'avance, on va les rejoindre. Faut choisir sa mort. Non, Moi, je me questionne C'est quoi cette plus. mort? Ça a traumatisé la communauté. alors, on Attends, va je termine tous juste mon propos. Ça a traumatisé la communauté, ça nous conditionne aussi à la passivité, tu vois. Mais il faut le dénoncer. Il faut dire aux nôtres qu'on va tous mourir. Que ceux qui sont morts, ils ont pris de l'avance. Qu'à un moment donné, il faut choisir sa mort. Faut vivre comment? Vivre comme des larbins? Mais de vivre parler comme des de manière soumis? intellectuelle comme ça, c'est aussi très facile. Après, Non. c'est la mise en action, c'est une vraie mort, Mais c'est pas- quelque chose mais c'est- d'effectif qui mais va y a- se y a- passer. Il n'y a tu rien de vois. facile. Excuse-moi, ma soeur, il n'y a rien de facile. Nous, on prend des risques. Moi, je parle de moi. On prend des risques. On a des pressions par rapport à l'État français. On les assume. Et il faut inciter les nôtres à faire de même. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on écrit dans ce type de bouquin et qu'on a un engagement militant, en fait, on est effectivement ciblé. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de ciblage. Il y a les intimidations, les pressions, les menaces. Il y a aussi des invitations. Quand Macron est parti au Cameroun, l'Élysée a tenté de m'appeler pendant une semaine pour que je parte avec Macron. Et voilà, et donc il faut résister parce qu'on vous promet des tas de choses. Et donc Gloire t'en le soit fait rendue, de mon frère. refuser, Gloire t'en soit montre rendue. qu'on a une position. Et ça pose la question effectivement de la compromission des intellectuels Gloire africains t'en soit aujourd'hui. Et je pense Donc c'est que pas qu'on soit bien clair, c'est pas Je une question considère de. quand même- Après, je te cède la parole. C'est pas un déficit de compétences, mais plus un manque de courage et d'engagement. On est d'accord, c'est bien ça. C'est trop mal, les gars. c'est une volonté de rester dans le confort Ok, mais la compétence social est là. et intellectuel. Il y a de la compétence. Ok, très bien. Non, mais c'est Il y a bien de de le la dire parce que compétence. quand on voit pas les noms, on peut se Mais il y demander a mais des- finalement est-ce qu'ils sont Moi, suffisamment compétents. Donc là, au moins, c'est Il y a clarifié. des pudeurs Je de nuancerai. gazelle. Il y a des pudeurs de gazelle. Tu peux nuancer, il n'y a pas de Ouais. souci, je finis. Il y a des pudeurs de gazelle chez nous. À un moment donné, tant qu'on ne fera pas preuve de radicalité sur des choses qu'on ne négocie pas, là, il ne s'agit pas de venir donner son avis sur un match de foot. Il s'agit de donner son avis sur la liberté de nos pays et la liberté de nos diasporas. Donc c'est une question de dignité et de survie. Et ceux et celles qui font le choix d'opter pour le confort, alors qu'ils voient clairement qu'on est encore dominé sur le terrain militaire, dominé sur le terrain économique, dominé sur le terrain monétaire, et qui ne veulent pas contribuer à l'émancipation de l'autre, ce sont des traîtres. Il faut Parfois, appeler un c'est chat chat. conscient, parfois, La c'est nuance que inconscient. j'apporte, Conscient moi, ou alors, inconscient, si sont je peux des me traîtres. permettre, Mais si je parfois, peux ils me n'ont permettre. pas tes outils On va- la justement nuance. pour Ils ont des conscientiser outils, il ta a dit qu'ils sont réalité. compétents. On Pas parle pas. Non, il a dit qu'ils sont compétents. Et tout Il le a- monde n'a pas la conscience politique aussi Non, mais de il a pouvoir dit le que ces faire. gens sont compétents, qu'on les a invités, qu'ils ont refusé. On n'a pas invité des gens qui sont au bout de la rue, qui sont analphabètes. Oui. On a invité des femmes et des hommes qui sont compétents, qui ont fait le choix sciemment, en connaissance de cause, de ne pas défendre les intérêts de leur communauté. Donc ils sont égoïstes, nombrilistes, médiocres intellectuellement quand tu refuses de défendre ta communauté. Et ce sont des traîtres. Après, vous avez peur de le dire. Ne le dites pas. Vous voulez Non. faire des câlins avec Alors, tout le monde. Pas de C'est pas de problème. la peur. Moi, je vais quand même nuancer le propos en disant, déjà, je considère que dans la catégorie de ceux qui ne veulent pas intervenir, il y a une frange qui, tout simplement, est dans la stratégie. Il y en a qui vont être frontaux. Je prends l'exemple de Malcolm X, qui a été, au début de sa lutte, très véhément, très virulent, qui a fini par s'assagir avec le temps. C'est une dimension qu'il faut qu'on intègre aussi. Il y a une dimension stratégique dans laquelle on ne va pas aller attaquer frontalement, on ne va pas toujours dénoncer frontalement. Pour autant, dans les coulisses, on va travailler à démonter, à étudier ou à voir comment, en tout cas, tuer cette France-Afrique-là. L'autre point que j'allais rajouter, c'est, je me demande si ça n'a pas plus de résonance de dénoncer la France-Afrique par ceux qui en sont les acteurs majeurs. Lorsque Bourgi, par exemple, dénonce la France-Afrique, lorsque Focard dénonce la France-Afrique, je me questionne, et c'est vraiment un questionnement, si ça n'a pas plus d'écho que lorsque ce sont des Africains qui le disent, parce que ça peut donner l'impression d'une victimisation, de pleurs interminables. Dénoncer Ça, sans c'est- agir, quoi. Bah C'est ça. oui, c'est-à-dire que Chirac, dans ses derniers moments de lucidité, a dit qu'on a volé à l'Afrique plein de choses, mais bon, c'est pas. Voilà, il s'est acheté un passage au paradis ainsi. Exactement. Alors, Attendez, sans attendez. basculer J'espère qu'il y est dans pas. la vérité sonne blanche. S'il vous plaît, il y a une hypothèse que je vais vous soumettre.
qui peut venir expliquer justement ce détachement incarné par certains intellectuels à l'égard du continent. Le syndrome Django. Le syndrome Django, c'est un frère ou une sœur qui a un talent spécifique, en particulier sur le terrain de l'esprit, de la production intellectuelle, mais qui, au fil des années, se retrouve confronté au nôtre et constate, en tout cas selon lui, une forme de distance. Il se dit, mais ils ne sont pas compétents, ils ne savent pas faire, et en clair, il cède à une forme de fatalité racialiste. Ça, on ne va pas citer des noms, mais il y a des noms de personnes très influentes qui ont tenu des propos sur ce terrain-là proprement hallucinants. Est-ce que ça, par exemple, tu as pu le constater? Des gens qui ont dit, non mais les nôtres, on ne peut rien faire, laisse tomber, te préoccupe pas d'eux, on est une race maudite, en somme. Non, c'est pas à ce niveau-là. Ok. C'est un niveau un peu différent. Ok. En fait, moi, c'est pas tellement des questions de traite, c'est plus des questions de carriérisme, en fait. Ok. C'est-à-dire que des gens sont... Donc ce fatalisme, vous ne l'avez jamais rencontré? En fait, je l'ai rencontré, mais pas... Ok. Enfin, je vois de qui, Ouais. tout ça, mais bon. Moi, oui, mais sans y céder. C'est vrai que, par exemple, tu mets en place des projets, tu veux créer des coalitions, tu veux être solidaire, et puis, du coup, on te fait de la concurrence interne. J'imagine qu'il y a ça dans le monde académique, il y a ça beaucoup. Entre noirs, je parlais de la concurrence interne. Je pense que ça participe justement à toutes les violences qu'on a intériorisées. Et justement, le combat, c'est de transcender justement ce truc-là. Ça s'active en soi, hein, et il faut beaucoup de force intérieure pour aller à contre-courant de ça, littéralement. Ouais, mais Et oui, effectivement, il y a ces questions de carriérisme, d'intérêt personnel, comme je disais avec ma théorie de l'infiltration, où tu oublies tes motivations de départ. Et au final, c'est plus pour toi, pour percer en fait que tu le fais. Mais moi, j'ai une solution, moi, par rapport à tout ça. Quand on prend le temps d'identifier les traîtres, on sait avec qui on va s'acoquiner, avec qui on ne va pas s'acoquiner. Mais comme on n'est pas là dans une logique d'identification des uns et des autres, par peur de choquer ou de déplaire, on ne sait pas qui est qui, bah forcément, on perd du temps parfois avec des personnes qui ne sont pas fiables. Et on se retrouve dans des configurations où on a dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie, avec des sœurs et des frères qui en réalité veulent avoir une place au soleil, avec le colon. Donc c'est notre responsabilité, en tout cas c'est la mienne. Et vu le nombre de gens que je rencontre, comment ? Non, moi je pense que notre responsabilité, c'est d'éviter justement que des gens partent dans des directions. Moi j'ai vu beaucoup de jeunes qui, quand Macron est apparu, l'ont soutenu, hein, des jeunes des cités, des quartiers, des afro-descendants, des Antillais, qui croyaient. Et moi j'ai dit, ce gars-là, il ne faut surtout pas... voilà, donc comment on fait en sorte que justement il n'y ait pas cet appât qui soit aussi séduisant? C'est en proposant des contre-modèles, tout simplement. Donc c'est à nous de proposer des modèles, nos modèles. Pour aller dans ton sens, je pense que notre responsabilité est la suivante. C'est-à-dire qu'elle est double. Elle est en interne, entre Africains, entre nous, et externe. En interne, il faut mettre en avant les femmes et les hommes qui ont vraiment le souci de la communauté. Le souci du commun, le souci du collectif. Et qui n'ont pas peur d'être taxés de communautaristes. Eux, il faut les mettre en avant. Parce que ces femmes et ces hommes prennent du temps, prennent de l'argent, prennent de l'énergie, utilisent leur génie pour valoriser ce que nous sommes en tant que corps, en tant qu'entité. Et en même temps, il faut dénoncer les Occidentaux qui feignent la fin de la France-Afrique alors que ce n'est pas le cas, qui vont séduire les nôtres en leur disant que nous sommes dans une logique d'égalité, dans une logique de fraternité, alors que c'est faux. Et nous avons notre devoir de dénoncer Macron et consorts, Bolloré et consorts, et de dire qu'en réalité, le combat, il est double. Le combat, il est permanent et le combat, il est sans répit. Et si on ne fait pas ça, on ne va pas pouvoir éveiller les nôtres, on ne va pas pouvoir les conscientiser par rapport aux difficultés qui gangrènent notre communauté. Mais ça, c'est important. Ça revient vraiment à l'idée de penser son identité en tant que personne noire à travers la lutte. C'est ce que toi, tu as dit ça. C'est-à-dire tu nais noir, la lutte fait partie intégrante de ce que tu es. Et moi, je me déroge aussi un peu de ça parce que, André, il y a cette interdiction de pouvoir être un individu, juste un individu. Moi, je te dis, on est les deux. Donc réactiver, comme je disais, son humanité, Mais on est les sans deux. se placer dans de grands enjeux politiques, etc. Non, mais on est les deux. Et je pense que toutes les diversités de trajectoires de vie en tant que personne noire méritent d'exister. Et on ne peut pas tous s'inscrire dans une grosse conscience collective. Mais moi, je ne demande pas à tout le monde. Hein. Moi, voilà. mon propos, attention. Ça s'adresse pas Moi, à tout le monde. mon propos, il est élitiste. Moi, je ne m'adresse pas à la masse. Je m'adresse à ceux qui ont les moyens intellectuels, financiers. Mais pour moi, c'est du mépris de classe. Non, non, c'est pas du mépris, ça s'appelle de l'exigence. Je demande pas à un poisson d'être un singe. Chacun est comme il est avec ce qu'il a. On va pas demander à un poisson de grimper sur les arbres. C'est pas chacun ses capacités. En fonction de ce que Dieu nous a donné, on fait avec ce qu'on est. Moi, je sais que j'ai des capacités qui sont les miennes.
Et j'utilise comme je peux pour ma communauté. Je ne vais pas demander à des personnes qui n'ont pas les capacités qui sont les miennes de faire ce que je fais. Je ne fais pas de transfert de ma personne sur les autres. Je suis lucide. Par contre, j'interpelle les femmes et les hommes de chez nous qui parfois ont été sollicités par Hamzat et qui ont les moyens de nous aider, qui ne le font pas. Réveillez-vous, prenez-vous en main. La traîtrise, ça peut durer un temps. On peut revenir sur le droit chemin. On peut comment dirais-je, se déshonorer et retrouver le sens de l'honneur. Ça arrive. Moi, c'est à eux que je m'adresse. Au moins, D'où le message est passé. Si je peux me permettre en 30 secondes, d'où la nécessité d'avoir des figures dans lesquelles nous nous identifions pour que nous ne soyons pas surpris de la violence et du choc finalement de la lutte et du combat. Nous avons ces figures-là dans lesquelles nous nous identifions qui ont tous, parce que dérangeants, parce que déstabilisants, parce que dangereux pour le système, ont été soit tués, soit mis de côté. Donc il est nécessaire que nous ayons ces figures-là, et donc ça passe notamment par la lecture et par... Justement, dans le prolongement de vos deux propos, notamment qui repose sur la théorie des 10% de Dubois, donc une vision un peu élitiste qui vise à éduquer d'abord une élite avant que, par effet de ruissellement intellectuel, ça touche le plus grand nombre. Comment expliques-tu, cher Hamzat, et la question s'adresse à tous évidemment, que nous soyons, à l'échelle de l'élite, aussi peu investis dans la conversion des nôtres à cette arme de construction massive que représente la lecture et par extension l'écriture. Je n'ai vu sur les réseaux que très peu de leaders d'opinion inciter les jeunes à lire. Ça me paraît surréaliste. Alors que nous savons tous, autant que nous sommes ici, l'importance que revêt la lecture. Et on n'en doute pas qu'eux aussi, ils en ont conscience. Donc comment expliquer ce silence ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour vulgariser la lecture dans la communauté, mais qui ne sont pas justement suffisamment visibilisées. Je pense que c'est un travail qui est plus intime, plus personnel et moins, entre guillemets, moins sexy que de se lever, brandir le poing, On va le rendre faire la sexy avec cette révolution. émission. La librairie africaine, elle est là pour ça. On va rendre sexy la démarche qui sont... Mais c'est notre défi, je pense, en plus avec l'ère numérique. Et oui, il y C'est a beaucoup Les de- gens ne se replient pas beaucoup sur. On va te rendre les sexy, livres. Hamzat, t'inquiète pas, tu vas devenir Non, notre non, rockstar. non, mais c'est pas la personne, c'est vraiment Non, mais l'ouvrage. je plaisante, Voilà. j'ai compris. Voilà, c'est-à-dire que cet ouvrage-là, Africa Unite, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dessus parce que la couverture est Attractive. parce qu'il y a des choses qui sont mises en évocatrice. place. D'ailleurs, en pour, parlant, on le trouve où ce bouquin, Herman? On le trouve où? On le trouve un peu... Le meilleur point de vente, en tout cas, ça reste Présence africaine, notre partenaire et non des moindres, et d'ailleurs pour lesquels on a une offre, si je puis dire, le code promo, c'est librairie africaine. Vous allez sur place et vous obtenez le sésame, vous obtenez la Bible panafricaine. On a moins 5%. Ouais. On a moins 5% quand on passe par le code promo librairie africaine. Et c'est un partenariat qui est important avec Présence africaine, puisque c'est une maison que tu connais très bien, Hamzat. Et cette maison, elle est historique. Elle est historique puisque c'est la première maison d'édition africaine sur le territoire hexagonal, qui appartient à des Africains, qui est gérée par des Africains et qui a Longévité. survécu contre vents et marées à plusieurs crises. Ouais. Et c'est important que nous, en tant que librairie africaine, on ait un partenariat exclusif avec cette maison d'édition historique et ce coupon de réduction. Quand on tape librairie africaine, on a moins 5%, c'est important qu'on le martèle pour que les nôtres puissent bénéficier des ouvrages qui sont écrits par toi et par d'autres auteurs. Voilà, et puis les leaders d'opinion, ils ne sont pas dans le sens du détail, ils ont juste besoin qu'il y ait de la masse qui soit présente, qui soit mobilisée. Et ça aussi, ça ne nécessite pas forcément d'appeler à la lecture, d'avoir de l'esprit critique, de l'esprit de confrontation. Donc d'une certaine manière, c'est peut-être pas leur rôle, entre guillemets, d'appeler à la lecture. Ils sont là pour d'autres choses. Je te prends un exemple sans vouloir t'interrompre, hein, cher Hamzat. On sait tous que la puissance des États-Unis ou de la France, avant de se trouver à l'Élysée ou à la Maison-Blanche, se trouve dans leur bibliothèque, se trouve dans à leur Harvard. bibliothèque, ouais. Bon, Walter Rodney, pour lequel tu as consacré un ouvrage, en avait parfaitement conscience au point où sur place, il se déplaçait pour transmettre et pour former. Sur le continent, on a beau taper sur la France, et à juste titre, en tout cas le caractère impérial, il n'en demeure pas moins que la majorité des pays africains ont pour seule bibliothèque digne de ce nom les instituts français. Donc partant de là, comment les nôtres, les leaders d'opinion conscients de ces enjeux, n'en parlent-ils pas? Mais bon, c'est un autre sujet. On en reparlera. Voilà, on en reparlera. Si avez vous, une réponse si vous voulez, s'il vous plaît, conclure les uns les autres, à commencer par Hamzat, sur une indication. Quel est ton message? Quel message adresserais-tu à un jeune
une jeune de 16, 18, 20 ans, accrochée au rap, à la danse, et qui n'a jamais ou très peu ouvert un livre de sa vie, voire même qu'il pense que c'est un truc de blanc. Que lui dirais-tu pour l'inciter à franchir le pas? Alors, si tu es une personne de 16, 18, 20 ans, ou même plus ou moins, parce qu'il n'y a pas d'âge en fait pour se mettre à la lecture, regarde ce qui te plaît dans la vie, regarde ce qui t'intéresse dans la vie, identifie les modèles que tu as dans ta vie, essaie de lire leur histoire, leur biographie. Je pense que les biographies sont excellentes pour se donner des repères et pour comprendre aussi les contextes dans lesquels les passions qu'on a, parce qu'on a tous des passions, se sont construites. Voilà, si vous êtes dans la danse, dans la musique, il y a des liens qui se font avec l'histoire de nos résistances. Si vous êtes dans la finance, dans l'agriculture, il y a aussi beaucoup de choses qui se font en lien avec cela. Et le livre que j'ai écrit, Africa Unite, une histoire du panafricanisme, il est spécifiquement fait pour être terminé. C'est-à-dire que dans ma stratégie d'écriture, ce sont des chapitres qui sont suffisamment courts pour que chaque personne, même en ayant une petite capacité de lecture, arrive à la fin du chapitre. Et lorsque vous finissez un chapitre, vous pouvez finir tous les chapitres et finir tous les livres. Donc il y a un apprentissage de la lecture à faire, et il faut le faire aussi de manière comment dire, ludique et studieuse. Donc à la fois le prendre comme un plaisir et en même temps comme un devoir, parce que c'est la seule manière, je pense, de mieux connaître notre identité et en même temps d'apporter toujours plus à ceux qui nous entourent. Donc pour moi, la lecture, c'est vraiment une arme de libération et en même temps un outil, je dirais, de lutte et de construction identitaire. Merci bien. Cher Hamzat, Marie-Fidèle. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas complexer si on ne lit pas déjà, parce que moi j'ai grandi dans un contexte où je n'ai pas eu la culture de la lecture, et à cause de ça j'ai souvent cru que j'étais moins intelligente que les autres ou moins instruite, et c'était comme si c'était quelque chose d'immuable, qui n'allait pas changer. Et au fur et à mesure du temps et de mon instruction, je me suis rendu compte que l'intelligence, ça se construit, l'éducation, ça se construit. Et c'est important aussi de mentionner que je crée aussi du contenu écrit, vu que je fais de la sociologie un peu sauvage, c'est-à-dire je crée des articles sur les réseaux sociaux, et j'invite aussi du coup les jeunes qui me suivent à aussi consulter ce genre de support pour pouvoir s'introduire aussi à la lecture, de ne pas hésiter aussi à être créatif dans la manière dont on va consommer la lecture. Merci. Alors, je vais commencer par déconstruire une chose déjà. On a longtemps fait croire à nos semblables que la culture africaine, l'identité africaine était, ou même la tradition africaine était une culture de l'oralité et non pas de l'écrit. Et en faisant passer la lecture pour quelque chose d'élitiste et donc forcément d'occidental et d'adossé à l'occidentalisme. Pour autant, il faut savoir qu'on est nourri, surtout dans son âme, parce qu'on lit, parce qu'on écoute ce que l'on entend. Moi, je ne peux pas comprendre que, comme moi, on soit fan de musique, qu'on écoute, qu'on bloque les textes de musique et ne pas avoir la même passion pour le livre. Ce à quoi je nous invite, parce que dans le livre est contenue la connaissance, sans contenu des secrets. Donc c'est de cette manière-là qu'on nourrit son âme, que l'on apprend, qu'on se construit, qu'on construit son identité, qu'on construit sa personnalité et finalement qu'on se prépare à conquérir ce monde avec beaucoup de rage et beaucoup de fougue. Merci. Beko. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas de liberté sans lecture. Il n'y a pas de conscience et de maîtrise de l'environnement dans lequel on évolue sans lecture. Il n'y a pas de compréhension des enjeux et maîtrise des enjeux sans lecture. La lecture ou la mort. Je dis qu'un individu qui ne lit pas, c'est un mort-vivant. C'est un individu qui n'a pas conscience de sa propre mort et qui arpente le couloir de la vie de façon approximative, et que la lecture est vraiment indispensable et qu'il faut, comme disait cher Anta Diop, s'armer de science jusqu'aux dents, et que c'est important de lire quotidiennement 5 pages, 10 pages, 15 pages, chacun son rythme, mais il faut vraiment avoir une discipline et s'imposer une certaine rigueur intellectuelle pour pouvoir comprendre le monde et ne pas le subir. Merci aux uns et aux autres. J'ai peu de choses à rajouter. À un détail près, il n'y a pas, comme ça a été dit, de lecture, il n'y a pas de vie, de liberté sans la lecture. Je vais un peu plus loin et de façon un peu plus brutale. Ne pas lire, c'est insulter Dieu.
chaque jour. Ne pas lire, c'est s'éloigner de sa divinité. L'être humain est composé d'une animalité, son pathos, et d'une divinité, son logos. Et quand on ne lit pas, on ne développe pas son logos. Autrement dit, on rend son logos inutile. Raison pour laquelle ne pas lire, c'est insulter Dieu. Ne soyez pas à ce niveau-là insultant. Prenez en main votre destin par la lecture de romans, d'essais, de biographies, peu importe. Prenez votre cerveau en main. Lire, c'est se muscler l'esprit. À travers cette nouvelle aventure que nous vous servons, nous n'avons aucunement prétention, comme vous avez pu le constater, d'être exhaustifs dans des œuvres. Nous avons l'occasion d'avoir des savants qui viennent nous apporter leur grain à moudre en termes de réflexion intellectuelle. À d'autres moments, nous aborderons des œuvres à proprement parler. Mais quoi qu'il en soit, la dynamique est en marche. Une communauté qui avance, c'est une communauté constituée de lecteurs. Donc, lire ou mourir, tel est notre credo. Remercions encore la librairie Présence Africaine, la maison d'édition Présence Africaine, pour son soutien, pour son apport. Remercions toutes celles et ceux qui vont aussi suivre le pas. Ça ne fait que commencer. Je vous dis à très bientôt.